Bonsoir, bienvenue à tous. Alors, nous allons parler ce soir de l'administration de l'Empire perse achéménide dans l'ombre des ostracas araméens d'Idumée et de Persépolis. Alors, cette communication est un aperçu de mon travail de recherche de doctorat dont le sujet entier est en réalité le suivant. Je me concentre sur la Transeuphrataine et je vous le mentionne ici parce que je veux vous montrer que le centre de mon travail, le cœur de mon travail, ce sont vraiment les ostracas araméens d'Idumée. Mais dans le cadre de ces recherches, j'ai des corpus comparatifs, notamment deux petits corpus inédits d'ostracas araméens de la période perse, un de Persépolis et un du site de Tel El en Égypte. Et alors, à la fin de cette intervention, j'aimerais vous présenter deux pièces justement du corpus de Persépolis. Mais pour vous dire la vérité, on va se concentrer sur l'Idumée en réalité. Je vais en fait vraiment me concentrer sur la méthodologie de mon travail et le processus d'étude, parce que vous allez voir qu'il est un peu complexe. Donc on va prendre le temps d'en parler avant de vous parler de quelques résultats. Donc mon travail part de l'étude d'un corpus d'ostracas araméens qui relève traditionnellement de l'épigraphie, et en fait, en appliquant une méthodologie particulière, à savoir une approche pluridisciplinaire, où j'allie l'épigraphie, l'archéologie et l'histoire, et dans le cadre des humanités numériques, on va y revenir, comment on va pouvoir extraire les données pour la finalité désirée, à savoir comprendre, voir s'il y a une structure impériale dans cette région, comprendre une réalité locale, voir si elle est impactée ou pas par cette structure administrative impériale, mais voir aussi son fonctionnement plus concret. On va voir que c'est en lien avec l'économie, et voir son impact dans ces régions et aussi à l'échelle de l'Empire. Mais avant, on va prendre le temps de définir tous ces termes, définir le cadre, parce que déjà, je vous ai donné pas mal de mots, achéménide, ostracas, Transeuphrataine, Idumée, administration impériale, également paysage institutionnel. On va prendre le temps de définir tout ça. Alors, notre cadre historique, c'est l'Empire perse achéménide, qui se déroule environ avec l'accession au trône de Cyrus II le Grand, que vous avez ici, en 559, et qui se termine environ en 330 avec l'arrivée d'Alexandre le Grand. Alors là, je vous ai mis une simplification de l'arbre généalogique en deux branches, puisqu'après Darius va se rattacher au fondateur mythique de la famille achéménide, qui vient en fait d'Achéménès, du nom Achéménès, qui du coup a donné le nom de cette dynastie, donc pour légitimer son appartenance. En réalité, je me suis rendu compte que vous n'allez rien voir, mais c'est pas grave. Je voulais juste vous montrer que c'était beaucoup plus complexe que ça. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de généalogie, avec des rattachements, avec des mariages. En fait, ici, c'est Darius qui va se marier avec des petites filles de la lignée de Cyrus pour se légitimer. Pour aujourd'hui, ça suffit. Voilà, que vous ayez ce cadre. Et si on regarde le cadre d'un point de vue un peu plus lointain, pour situer l'Empire perse, on constate que au cours du premier millénaire avant notre ère, parce qu'en fait on est durant cette période-ci, c'est le temps de grands empires, l'empire néo-assyrien, l'empire néo-babylonien, qui sont des empires qu'on peut qualifier d'empires mondes, parce qu'ils vont s'étendre sur des zones géographiques très étendues. Et l'empire achéménide, lui, va s'étendre également sur un grand territoire, sur 3 continents, puisqu'il est à la fois sur l'Asie, l'Afrique et une partie du continent européen. Ce qui est intéressant, et je vous les mentionne ici, c'est que quand on étudie, on se concentre sur une période donnée, il est important de recontextualiser, parce qu'en fait, il va y avoir évidemment des innovations propres, des caractéristiques propres aux Achéménides, mais il va y avoir aussi une certaine continuité, notamment au niveau des structures administratives qui m'intéressent ici. Donc quand je vais vous parler des néo-assyriens et néo-babyloniens, voilà, il faut penser qu'ils ont précédé les Achéménides, et c'est la même chose dans l'autre sens, ce qui va suivre les Achéménides avec la conquête d'Alexandre le Grand et la période hellénistique. Donc, on part avec Cyrus II, donc on a vu qu'il accède au trône en 550. Il va partir du sud-ouest de l'Iran, très exactement de la région de l'Élam, pour conquérir l'Iran, la Mésopotamie,
l'Anatolie, le Levant, l'Anatolie entre autres. Donc il va faire très vite tomber les confédérations des Mèdes, les Lydiens et Babylone, donc l'empire néo-babylonien. Pourquoi je le mentionne ici et que je prends le temps de mentionner ici, parce que vous allez me dire « Ah, c'est très précis », parce que à partir de ce moment-là, avec la chute de Babylone, il y a la chute du bloc Babylone, Assyrie, Transeuphrataine. On va revenir sur ce terme Transeuphrataine. Et c'est la zone qui m'intéresse. Qui dit une chute, qui tombe aux mains des Achéménides, va dire une intégration dans une structure, un système particulier, qui ne va pas se faire du jour au lendemain, évidemment. Il y a des structures aussi qui sont déjà en place, sous les périodes néo-assyriennes et du coup néo-babyloniennes, qui sont dans la continuité. Donc il va y avoir une intégration, et ça va être un point qui va nous intéresser. Pour situer chronologiquement, c'est à ce moment-là qu'on a le cylindre de Cyrus, avec le choix d'une tolérance religieuse affichée dans les textes de propagande. Alors est-ce que cela est exactement appliqué au pied de la lettre dans la réalité? C'est une autre question. Mais cela marque le retour des populations judéennes qui avaient été déportées à Babylone, de retour en Judée et notamment à Jérusalem. On en arrive à cette grande carte. Donc vous voyez, je vous disais, un grand empire avec le fils de Cyrus, Cambyse, qui va ajouter l'Égypte, et on va dire que Darius va étendre l'empire à son maximum. Alors qu'est-ce qu'on constate sur cette carte? On constate qu'il y a un certain découpage pour pouvoir en fait gérer un tel territoire. Ce découpage va suivre plus ou moins les cultures locales et les peuples. Et donc la zone qui nous intéresse se trouve ici, Ebir Nari. Ebir Nari, en fait, c'est le terme akkadien qui veut dire au-delà du fleuve. Et en fait, quand on se place à Babylone, quand on se place depuis Persépolis, quand on regarde au-delà du fleuve de l'Euphrate, on a cette région. Donc en fait, on est au-delà du fleuve de l'Euphrate, ce qui a donné en français Trans-Euphratène, d'où le nom de cette zone qui va nous intéresser. On constate que ces régions vont être découpées en plein de plus petites provinces qui elles-mêmes vont être redécoupées pour pouvoir être intégrées à la structure impériale et toujours pour pouvoir mieux gérer un si grand empire. Dans ces découpages, on a l'Idumée dont je vais parler. Donc c'est une des provinces de la Trans-Euphratène. Donc ces découpages, je vous ai dit des grandes régions, évidemment, c'est ce qu'on appelle des satrapies, qui ont à leur tête des satrapes, donc qui sont l'équivalent de rois. Et le roi Achéménide se nomme, on a vu dans l'inscription juste avant, le cylindre de Cyrus, le grand roi, ou dans certaines inscriptions, ce sont les rois des rois. C'est ça qui augmente leur majestuosité, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes au-dessus d'un certain nombre de rois. Alors, dans toutes ces régions, on note une mise par écrit de divers textes partout dans l'Empire. Et alors, une des caractéristiques de l'Empire perse, c'est vraiment le plurilinguisme. On a l'usage de l'élamite, du babylonien, mais aussi du vieux perse, du démotique, encore du grec et de l'araméen. Alors, l'araméen, avec ses 22 signes de base, est une langue qui était déjà très utilisée dans l'administration et comme langue officielle sous les néo-assyriens et les néo-babyloniens. Et les Perses vont continuer cette pratique puisqu'on va retrouver l'usage de l'araméen qu'on qualifie d'araméen impérial parce qu'en fait, il va se retrouver être beaucoup plus normé que les scripts précédents. Et on va le retrouver en usage sur divers sites, que ce soit au Levant, en Égypte, en Bactriane ou encore en Iran. Alors, là, je crois que vous avez tous les éléments en main pour qu'on puisse rentrer un peu plus dans le sujet. Donc, dans le nom des ostraca araméens d'Idumée et de Persépolis, un terme que je n'ai pas défini, les ostraca, un ostracone, pour rappel, c'est un tesson de céramique qu'on va utiliser comme support d'écriture. Alors ici, elles sont principalement dans mon corpus à l'encre, et donc on a vu écrit dans cette langue, je me concentre sur l'araméen impérial. Donc je me concentre vraiment sur ce médium-là.
C'est un médium bien connu. Les tessons de céramique utilisés comme support, c'est quelque chose en usage à l'âge de fer, même à l'âge de bronze. Mais ce qu'on constate, c'est qu'avec ces grands empires, on se rend compte que ces morceaux de céramique vont être de plus en plus sélectionnés, surtout quand on est face à des grands corpus, donc ils vont avoir des tailles plus ou moins similaires, des couleurs plus ou moins similaires, ce qui fait aussi qu'au niveau de la conception qu'on a de ce médium, on pourrait avoir tendance à interpréter comme un résidu et alors en faire un brouillon et dire bon, en fait c'était des supports très faciles à trouver, donc ils n'avaient pas de valeur, c'était pas quelque chose d'important. Finalement, ça pose la question de la valeur de ces ostracas s'ils sont intégrés dans une structure telle qu'administrative. Et on va en parler par rapport à Persépolis, parce que là, la découverte d'un lot de tessons écrits en araméen impérial à Persépolis est quelque chose d'assez incroyable, je pense, parce qu'on avait énormément de tablettes dans diverses langues, avec un système administratif très bien documenté. On avait de l'araméen sur les tablettes, mais on n'avait pas de tessons. Et on pensait que c'était plus typique de nos régions, du Levant, et en Égypte, on a aussi de gros corpus, on pense notamment à Éléphantine. Et là, à présent, on a des ostracas qui sont en lien avec les tablettes et qui ont permis, qui sont rangés dans cette structure administrative. On va en parler. Alors, là, on revient dans notre zone entre en supraterre et en fait, vous allez voir principalement en idumée. C'est pour ça que j'ai mentionné le corpus d'idumée. On a plus de 2100 ostracas inscrits en araméen impérial qui sont de la période perse et fin de la période perse et début de la période hellénistique. Dans ce lot, on en a 1700 environ qui sont de localisation inconnue. Pourquoi? Parce qu'ils ne proviennent pas de fouilles archéologiques. Ils proviennent de pillages. Donc ils se sont retrouvés disséminés sur le marché des antiquités et après disséminés dans les collections privées. Heureusement que dans cette zone, enfin au départ on ne savait pas de quelle zone précise ils venaient, même si on avait une idée, parce que ceux qui achètent, les vendeurs et les marchands d'art, ils ont une idée de la localisation, même si c'est jamais très précis. Heureusement que quelques sites aux alentours, notamment les sites de Maréchal, Arad, Beersheba, ont donné des corpus beaucoup plus petits, 80 pièces, 70 pièces d'inscription. Et on a aussi le site de Khirbet el-Kom, qui est l'ancien site qui a été interprété, identifié comme le site de Makeda, qui a donné aussi un peu moins de 10 pièces, avec un contexte archéologique. Les études paléographiques ont permis de justement faire des comparaisons avec les pièces qui avaient un contexte, et c'est pour ça que on estime que toutes ces pièces proviennent de cette zone et on dit que la grande majorité proviendrait du site de Khirbet el-Kom, donc Makeda, dont on va parler. Mais vous voyez, là, on n'est pas sûr non plus à 100%. Donc déjà, on est sûr plutôt à 85%, ce qui a une incidence après aussi sur la recherche et sur l'interprétation. Donc, première chose, on a tout ça qui est disséminé. Donc ce qui s'est passé, c'est que les publications au départ, elles se sont faites petit à petit par lot en fonction des pièces qui sortaient. Donc j'ai pas tout mis, je vous en ai mis une partie. Et depuis 2014, Béza El-Porten et Ada Erdeni ont entrepris d'essayer de regrouper la plupart de ces textes d'Idumée, donc la plupart de ceux qui sont sans contexte. Il y a quelques textes d'Arad dedans et de Beersheba. Je n'ai pas vu de texte de Maréchal pour l'instant. Donc pour l'instant, 4 volumes sont sortis, il y en aura 5, le 5e va sortir cet été. Donc déjà, moi, une partie de mon travail, c'était déjà de reprendre tout ça entre ceux qui ont été publiés à droite à gauche, dans aussi ces gros ouvrages qui m'ont aidé énormément. Les ouvrages de Béza El-Porten et Ada Erdeni sont déjà une première base vraiment superbe. Et en fait, si on étend un peu plus, en imaginant que l'Idumée est, on va dire que la frontière est vers ici, quand on étend un peu plus pour regarder les sites au niveau, les sites qui ont fourni des inscriptions en araméen impérial, plus ou moins de cette période, on se rend compte qu'on en retrouve ailleurs, et pas seulement en Idumée. Donc c'est pas spécifique à l'Idumée. Alors oui, le plus grand nombre vient d'Idumée, ce qui effectivement aura un impact, mais voilà, on ne se limite pas à l'Idumée.
Alors, je vous parle beaucoup de l'Idumée, mais peut-être c'est moins évident pour vous. Peut-être que vous connaissez un peu plus Édom et les Édomites. Peut-être ça vous parle plus. Effectivement, en fait, il y a un changement à un moment donné. On passe de Édom à l'Idumée. Alors, à quel moment cette province de l'Idumée apparaît? Ça, c'est une question intéressante. Parenthèse aussi sur cette carte de l'âge de fer, donc on est juste avant. Je veux aussi que vous preniez conscience qu'ici, on a une pluralité de peuples dans cette région. Alors, les frontières ne sont pas strictes dans la réalité, puisqu'il y a des mouvements de population, il y a des contacts, il y a des échanges. Et si on prend encore plus de recul, on a ici tout le bassin méditerranéen. Donc, il y a aussi les influences égyptiennes, on a l'impact avec l'arrivée des Assyriens et des Babyloniens, et on a le contact grâce au bassin méditerranéen. Donc j'ai dit l'Égypte, il y a aussi l'Anatolie, on a des contacts avec Chypre, on a des contacts avec la Grèce. Donc voilà, c'est une zone assez complexe. Évidemment, dans le sud, on a aussi les tribus arabes. Donc il faut aussi tenir compte de cette réalité. Donc dans ces mouvements de population, regardez bien cette frontière. Celle-ci va monter. Et en fait, on va notamment le constater, en fait, il y a des mouvements de population. Et par exemple, dans nos textes, on se rend compte qu'on a beaucoup de noms avec des particules, des noms en fait édomites, avec la particule cos par exemple, qui nous montre qu'en fait on a une population avec une grande partie de la population avec des noms édomites. Donc il y a une montée de cette frontière vers le nord-ouest. Alors je ne peux pas répondre précisément quand est-ce l'Idumée est apparue, très exactement. On a la mention de Diodore de Sicile en 312. Donc je vous rappelle qu'en 330, environ 330, c'est la fin, c'est la chute de l'Empire perse définitive. Donc on n'est pas très loin, mais on n'est pas totalement dans la période perse. Diodore de Sicile parle justement de l'Idumée comme une éparchie, comme une province avec un statut particulier. Donc certains chercheurs disent ça veut dire que cette structure était déjà en place à la fin de la période perse, comme André Lemaire, et il me donne plusieurs arguments que je trouve assez convaincants. On a notamment le fait que l'Empire achéménide va perdre l'Égypte, qui est juste à côté. Donc là, cette zone va devenir une zone frontalière. Donc, qui dit une zone frontalière nécessite une structuration particulière, donc il va y avoir des changements qui vont se faire, ce qui pourrait expliquer qu'on restructure cette province et on lui donne le nom d'Idumée, ou alors on ne lui donne pas encore le nom d'Idumée, mais la réalité est en train de changer, et ce nom vient effectivement qu'à la période hellénistique, comme par exemple Miguel Lévin le propose. Donc là, je ne vais pas trancher sur cette question, mais ce qu'il faut retenir, c'est que voilà, il y a un changement qui s'opère dans cette période. Alors maintenant, je vous ai dit où c'est situé, combien de pièces il y a, de quoi est-ce que ça parle exactement, toutes ces pièces. Alors, la grande majorité de ces pièces, ce sont des inscriptions très courtes, en moyenne 3 à 5 lignes, la grande majorité, et ce sont des opérations économiques simples, avec des entrées et des sorties de produits. On a une quantité, on a une date, soit on a une date, soit on ne l'a pas, et on a des noms d'individus. Alors la première grande question, c'est que face à ces inscriptions, est-ce que c'est vraiment un corpus administratif? Parce que si c'est un corpus administratif, on va adopter certains angles d'approche, mais si on considère que ce n'est pas vraiment un corpus administratif, on va changer son angle d'approche. On ne va pas faire des comparaisons de la même manière. C'était pas évident, au début de ma thèse, je ne tranchais pas cette question, parce que justement, je voulais bien m'assurer de ça. Aujourd'hui, je dirais que je me positionne pour dire que pour moi, c'est vraiment un corpus administratif. Alors pourquoi c'était pas évident? Parce que certains auteurs ont dit que le fait d'utiliser des mesures locales, ça nous prouve que ce n'est pas une structure impériale. Parce que si l'Empire était là, il aurait imposé ces mesures, les mesures du centre de l'Empire. Le fait que le grenier n'est pas mentionné comme étant royal, et le fait que certains textes, par exemple, sont sans date. Alors leur interprétation, c'est de dire qu'il s'agit d'un corpus local de villageois qui vont enregistrer leurs propriétés,
via ce qu'ils appellent les commodity chips, donc c'est l'équivalent de bons, qui est loin d'une organisation menée par un système étatique. Donc ça, c'est l'interprétation de Bezalel Porten et Ada Erdeni qui ont réalisé les gros volumes. Ce qui va avoir un impact sur leur classification, on va en reparler. Et donc, en fait, ils estiment qu'il y avait une tradition scribale tellement forte qu'il y avait toute cette mise par écrit et qu'il y avait l'utilisation de cette lingua franca de l'araméen impérial. La position d'Ada Erdeni s'est nuancée ces dernières années, puisqu'elle a mentionné la possibilité d'avoir une comptabilité royale, en fait. Et on peut aussi dire que dans leur ouvrage, étant donné qu'on a certaines catégories comme description de terre, ce qui va arriver dans le volume 5, et des textes sur les travailleurs, ça s'éloigne de la vie très locale de villageois, d'un village agricole. Parce que un des intérêts de mettre à l'écrit un descriptif et une délimitation de terrain, en dehors d'un respect de celui-ci, ça peut aussi être fiscal. Et dans le cadre des Achéménides, on sait que justement, on calculait les cadastres pour ensuite savoir combien on allait pouvoir taxer. Les travailleurs également pourraient être reliés à des questions de fiscalité. Donc de l'autre côté, on a plusieurs auteurs comme André Lemaire ou Diana Edelman, qui pensent qu'on a affaire à un corpus administratif, même plus spécifiquement qui traite des questions de fiscalité. Alors pour le caractère administratif, je pense que je suis plutôt dans cette mouvance. Donc on a plusieurs arguments. Le grand nombre, on a quand même beaucoup de pièces, donc il y a quelque chose où on enregistre quand même beaucoup de données. La mention de l'entrepôt de Makeda. Alors André Lemaire nous montre que Makeda était un centre administratif dès la fin de la période du Premier Temple et que du coup, dans la continuité, ce serait logique qu'on les gardait comme centre administratif. Le fait qu'on a un grand nombre de scribes, on a des termes caractéristiques d'une administration officielle. On a la mention d'impôts, on a la mention de collecteurs, de taxes. On a la mention, par exemple, de paquide officiel. Alors, c'est pas des termes qu'on retrouve énormément, mais en fait, ces quelques mentions suffisent à éclairer. Et je pense qu'on prend toutes ces raisons bout à bout, à la fin, ça augmente les chances qu'on soit face à ce corpus administratif. Diana Edelman a d'ailleurs démontré que l'utilisation de mesures locales n'empêche pas qu'on soit face à un corpus administratif et qu'à d'autres endroits, on va utiliser les mesures impériales et voilà, c'est pas contraire. Et j'ajouterais notamment, si nous sommes à un échelon administratif plus bas, ça aussi, ça peut expliquer qu'on utilise des mesures locales. Et ça, l'échelon administratif, c'est pas quelque chose qu'on regarde souvent. Parce qu'en fait, on se rend compte, par exemple à Persépolis, qu'on peut avoir des échelons très locaux, mais aussi des échelons très élevés, ce qui va avoir une incidence au niveau de l'information qu'on va avoir dans les textes. On va mentionner des officiels très importants, on va mentionner le satrape, on va mentionner des hauts représentants du roi dans des strates administratives très hautes, ce qui va créer aussi qui va donner des textes très structuré où un scribe a moins de marge de manœuvre parce qu'il est face à certaines normes, alors qu'à un niveau beaucoup plus local, il faut qu'il puisse enregistrer l'information, mais si l'équipe locale comprend qu'est-ce qu'elle enregistre, c'est ça qui est important, donc on ne va pas avoir le même type d'information. Donc justement, dans le cadre de ma recherche, je développe certains de ces arguments. Par exemple, un des points que je trouve très intéressant, c'est regarder pour ces opérations les quantités de denrées. Et du coup, j'ai converti toutes les denrées en litres pour voir ce que ça donne. Et se poser la question de la réalité. Si on a 2 litres de céréales ou si on a 100 litres ou 500 litres, ça n'a pas la même finalité et ça pose des questions différentes en termes de production, de transport, mais aussi de stockage. Ça, c'est intéressant. Également, un point que j'analyse, c'est la méthode d'enregistrement de l'information, par exemple. Et en fait, pour voir est-ce que ça peut s'apparenter quand même à une structure particulière, par exemple à une structure de formulaire.
Et après, des éléments plus spécifiques avec des mentions, une unité militaire, un commandant. Ça, je pense que c'est vraiment des éléments, ce qui explique que dans mon titre, je vous dis dans l'ombre des ostraca, parce qu'en fait, à première vue, c'est pas forcément évident, mais en fait, si on prend différents angles d'approche et qu'on les combine, on peut faire émerger certains types d'informations. Ce que d'ailleurs Pierre Briand avait bien vu avec son ouvrage Darius III dans l'ombre d'Alexandre. On a très peu d'informations directes sur Darius III, mais en fait, si on analyse les textes qui parlent d'Alexandre le Grand, on peut reconstruire une réalité autour du personnage de Darius III. On en arrive au dernier terme un peu complexe, c'est le paysage institutionnel. Parce qu'en fait, j'utilise un concept développé par Wouter Enkelman qui travaille sur les tablettes élamites de Persépolis. Et donc lui, il a développé ce concept pour étudier la structure institutionnelle. Donc pour faire simple, le paysage institutionnel, c'est 3 éléments, on va dire. On a l'élément humain, l'élément matériel et l'idée d'un grand réseau. Donc l'élément humain, c'est une hiérarchie complexe de fournisseurs, producteurs, responsables, qui ont des titres particuliers, qui ont des responsabilités particulières, etc. Et on a une présence tangible, que ce soit les routes, que ce soit des ponts, que ce soit des plantations, même des jardins. Par exemple, les jardins de Pasargades peuvent être pris comme un élément constituant de ce paysage institutionnel. Et en fait, ce concept, ça permet de voir plus loin en termes de recherche et de compréhension, notamment en termes de réseau, parce qu'on est à la fois, on a ces éléments humains et matériels positionnés dans une zone spécifique, et en même temps, on a ces structures qui sont connectées dans ce réseau. Et alors, quand je vous parle de jardin, vous pensez peut-être au jardin de Ramat Rahel, donc qui peuvent être en soi un élément qu'on peut intégrer dans cette analyse de paysage institutionnel. Donc là, je vous ai parlé surtout de l'Idumée, parce on va surtout parler de ce corpus. Je vous ai mentionné Persépolis, donc je vous disais, donc là sur cette carte, il n'y a pas de période, c'est vraiment tout type de période, c'est les gros corpus de tablettes qu'on a retrouvés. Et alors c'est intéressant parce que vous voyez, dans notre zone, on n'a pas énormément, voire pas du tout, de tablettes cunéiformes. De gros corpus, attention, je ne dis pas une pièce par une pièce, je dis de gros corpus, puisque là, vous voyez, on est entre 500 et 1000 tablettes, 1000 et 10 000 tablettes, plus de 10 000 tablettes. Donc là, on est en lien avec des grosses structures qui enregistrent énormément d'informations. D'ailleurs, Persépolis, il y a 10 000 tablettes inscrites en cunéiforme. Mais en fait, si on compte les tablettes araméennes, les tablettes anépigraphiques et les fragments, on estime environ entre 20 000 et 30 000 en fait, tablettes. Donc, dans notre zone, et donc dans le Levant et en Égypte, on a beaucoup de corpus d'ostracas. Et alors je vous disais, le fait d'avoir des ostracas araméens à Persépolis et en lien avec les tablettes, c'est quelque chose de très intéressant. J'espère qu'on aura le temps d'en parler à la fin. Alors, maintenant, plus l'aspect méthodologique et comment on va traiter ces objets. Donc, on a cet ostracon, et on souhaite extraire ces éléments humains, ces éléments matériels, et en parallèle, rentrer plus dans l'analyse du script, de la graphie, de l'organisation du texte. Est-ce qu'il y a des marques? Et puis, l'objet en soi, finalement, quelle est la valeur de cette pièce, de cet ostracon. Alors comment on va faire pour extraire toutes ces informations? Donc là, on parle vraiment de la méthodologie. Donc on est au croisement entre l'épigraphie, l'archéologie, l'histoire, je vous l'ai dit, et en fait le liant, ça va être les humanités numériques. Alors les humanités numériques, c'est quelque chose d'assez récent, c'est en lien avec les nouvelles technologies. Alors leur origine a été placée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, lorsque le père jésuite Roberto Bussa va en fait rencontrer un ingénieur et il va utiliser la capacité de calcul des machines de l'entreprise d'IBM pour son étude de la somme théologique de Thomas d'Aquin. Donc en fait,
ça va être vraiment l'alliance entre un prêtre, philologue, philosophe et un ingénieur. Et ça, c'est ce qui définit en quelque sorte les humanités numériques. C'est appliquer dans les sciences sociales ces technologies. Et vous voyez que c'est quelque chose d'assez récent, puisqu'en c'est seulement en 2008 qu'on a vraiment donné ce nom, humanité numérique. Donc il y a plusieurs intérêts, principes d'efficacité notamment, création de plusieurs niveaux d'analyse, des calculs facilités. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc moi concrètement, ces humanités numériques, il y a 2 applications. Le centre de mon travail, c'est une immense base de données. Et dans le même temps, je fais le corpus, par exemple, d'Égypte, je fais des traitements en photographie infrarouge. Ce qui est très intéressant au niveau des inscriptions et comment ça fait ressortir l'information. Alors, ça, c'est un très beau schéma de la base de données qui résume sa constitution, sa structure. Alors, je vous ai dit, l'intérêt, par exemple, là, de cette base de données, c'est qu'on va éviter les catégories dures. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que là, vous voyez une structuration de base qu'on crée, on essaye d'être assez objectif pour pouvoir disséquer l'information qui se trouve dans ces inscriptions et pour pouvoir derrière, quand il va s'agir de la phase d'exploitation, pouvoir piocher dans ces différentes tables pour pouvoir créer derrière d'autres tableaux qui vont être l'alliance en fait de toutes ces tables. Je vais donner des exemples très concrets pour expliquer, parce que c'est vrai que ce sont des questions qui ne sont pas forcément évidentes. Donc là, concrètement, pour que vous compreniez bien ces tables, la table inscription que vous voyez, donc ça veut dire tous les éléments qui sont en lien avec l'inscription. Ça veut dire la translittération, les traductions anglaises, traductions françaises, du coup qui vont en fait être ma lecture en lien avec les lectures des différentes publications s'il y en a. On va parler de la table inscription. Dans la table opération, c'est vraiment toutes les informations en lien avec, par exemple, l'opération économique, s'il y en a une, quel type de produit, quelle quantité, quelle équivalence en litres, toutes les informations de date, quand a lieu cette opération, avec une dissection de date, jour, mois, année. Est-ce qu'on a des dates? Est-ce qu'on peut transcrire ces dates dans le calendrier grégorien, dans notre calendrier? La table mention individu, c'est tous les individus qu'on a, leur nom, est-ce qu'ils ont des filiations, des pères, un nom de père, un nom de fils, s'il y a des signes, et après des tables plus contexte archéologique et lieu. Donc ça, je vous l'ai déjà dit. L'intérêt, c'est d'utiliser des tableaux après qui vont bouger grâce à l'exploitation de la base de données. Alors, je vous montre quelque chose d'illisible, c'est fait exprès, pour vous montrer que ça, c'est une capture d'écran de ce que je vois sur mon écran. Quand j'ouvre ma base de données continue en fait sur beaucoup de pages. Donc en fait, on se rend compte que quand on est face à un tel corpus, si on a une version papier, c'est compliqué de faire sortir, de faire émerger l'information face à de corpus si importants. L'intérêt d'utiliser ce genre de base de données, c'est justement pour faire émerger des choses qu'on ne voit pas au premier regard et pouvoir justement faire utiliser différents angles d'approche. Donc, là, c'est un peu plus proche pour que vous voyez, par exemple, une ligne. Donc, la table inscription, il va y avoir la translittération, la référence bibliographique, la traduction anglaise, la traduction française, et déjà une analyse. J'analyse les thèmes, les thématiques, ligne par ligne. Parce que, je vous disais, ça c'est quelque chose qui m'intéresse, est-ce qu'il y a une norme dans la façon dont ces inscriptions sont notées? Donc à la fin, je vais faire des calculs pour voir combien d'inscriptions commencent toujours par le nom de l'individu, par exemple. Combien d'inscriptions commencent toujours par la date? Est-ce qu'on peut voir quelque chose? Est-ce qu'on peut voir un motif qui se répète? Ça, c'est intéressant. Pareil au niveau, on a des signes avec des noms des fois associés. Alors là, aujourd'hui, je calculais, parce que j'avance sur un des chapitres sur les agents, je calculais, est-ce que les signes ont toujours un nom associé? Alors, la moitié des signes ont un nom associé, l'autre moitié n'a pas de nom. Ça c'est intéressant parce que ça veut dire quelque chose. Peut-être par rapport aux habitus scribaux.
Donc là, je ne vais pas en parler, mais je le mentionne parce que je viens de découvrir que c'est très intéressant. Et vous voyez aussi ce qui est intéressant, on peut voir, par exemple là, cette inscription, elle s'arrête à la sixième ligne, et si on ne compte pas le signe, vraiment l'inscription, le texte s'arrête en fait à la 4e ligne. Et voilà, combien d'inscriptions s'arrêtent à la 5e ligne, par exemple? On a quelques inscriptions qui font plus de 10 lignes, parce que là, en fait, je n'ai pas pu tout vous mettre, mais en fait, ça continue. Alors, combien font 10 lignes? Est-ce que c'est le même type d'inscription? Alors, pas du tout, en fait. On se rend compte qu'il y a des lettres qui sont minoritaires dans le corpus, mais il y a des lettres, en fait. Il y a aussi des listes d'individus, il y a aussi des descriptifs de terrain, je vous l'ai dit. Donc voilà, on est face à cette base de données qui dissèque l'information. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai passé mes 2 premières années à créer la base de données et à aller chercher toutes les pièces et après répertorier ces informations. Là, je rentre dans la phase exploitation. Donc on a 2 types de codes, on a des codes simples et on a des codes complexes. Les codes simples, ça va être demander à la machine, est-ce que tu peux me donner la liste de tous les produits dans mon corpus? Est-ce que tu peux me donner la liste de tous les individus? Voilà, des listings très simples ou des additions. Liste-moi tous les blés, toutes les quantités de blé dans tout mon corpus pour avoir une estimation. Après, on a des codes plus complexes. Là, j'ai fait exprès de vous mettre un code complexe, qui n'est pas si complexe en fait. Si je vous expliquais un par un les termes, vous comprendriez. Sélectionne-moi dans ma table individu les noms entiers que j'ai. Je veux que les noms entiers. Et en fait, à la fin de ce code, je veux mettre en lien les individus avec les produits et seulement ceux qui ont des dates. Pourquoi? Parce que si certains individus ont des dates, je vais peut-être pouvoir les ranger en fonction des règnes des rois. Et après, je peux demander, range-les-moi par nombre d'individus, ou range-les-moi par date, ou range-les-moi par produit. Parce que ça va pas, on ne va pas voir les mêmes choses. Si je range par produit, je vais peut-être voir qu'en fait, on va en parler justement. Donc, là en fait, à la fois je vous présente la méthodologie et en même temps je vous présente déjà une partie des résultats, parce qu'en fait faire la base de données c'est déjà un résultat en soi. Donc c'est un point vraiment, avoir fini la base de données c'était quand même un des gros objectifs de ce travail. Après on a des éléments plus spécifiques puisque je cherche ces éléments matériels et ces éléments humains. Et dans les éléments matériels, donc là, listing que je demande, donne-moi tous les produits qui existent. Alors là, on voit qu'en fait, on a énormément de produits dans ces inscriptions. On a autant des céréales, qu'on a des animaux, qu'on a des matériaux de construction. Alors on a, on a par exemple une inscription qui mentionne des perles. Est-ce que c'est une inscription un peu différente? Est-ce que ça fait partie du même corpus? Voilà, ça ouvre des questionnements. Là, j'ai surligné, j'ai mis en couleur deux des produits parce que l'huile et le vin, c'est quelque chose que j'ai dans mon autre corpus égyptien. Donc j'avais fait un comparatif avec les corpus égyptiens et Persépolis, il n'y a pas de produit, parce qu'on va voir que c'est très spécifique. Ce qu'on constate, c'est que les produits majoritaires, c'est les produits céréaliers. En fait, 60% du corpus, c'est des céréales. On a, alors par rapport aux couleurs, blé, c'est donc bleu, orge, c'est jaune, si je vois bien, et céréales transformées, c'est, non pardon, orge, c'est orange, et céréales transformées, c'est jaune. Et en fait, dans céréales transformées, j'ai mis plusieurs termes. Donc, déjà, ça veut dire quelque chose. Alors, on sait que la plupart des pièces viennent d'Idumée. Maintenant, on sait que la plupart des pièces mentionnent des opérations simples, économiques, avec des produits céréaliers. Donc, on serait plutôt vers de l'économie agricole. Et si on met ça dans la perspective d'une administration impériale, donc en fait, ce sont des greniers qui viennent nourrir qui viennent remplir des stocks dans divers lieux. Alors je vous disais que c'était plus complexe pour les produits transformés parce qu'en fait on se rend compte qu'on en a plusieurs. Et dans ce tableau-là, on voit en fait que vraiment les produits majoritaires, c'est le blé et l'orge. Qu'est-ce qu'on constate dans ce tableau? Est-ce que vous constatez quelque chose au niveau du blé et de l'orge? On constate qu'on a les termes entiers, mais majoritairement, on a des abréviations. Ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Alors là, concrètement, je vous montre une pièce. Et justement, avec Rita, donc le blé, là c'est le terme entier. Donc ce ne sont pas la majorité des pièces qui ont ce terme entier. La majorité des pièces sont comme celle-là. On utilise juste la première lettre. Et d'ailleurs, on utilise juste la première lettre de la mesure et ça suffit.
le scribe comprend, il sait très bien de quoi il s'agit, il sait que c'est du blé, et il sait que voilà, c'est ces quantités-là particulières. Donc parenthèse, je vous parlais des photos infrarouges. Parenthèse sur la photographie infrarouge, très très intéressant pour divers supports, pour les papyries, pour les parchemins, et pour les ostracas, ça marche aussi très bien. Alors là, c'est peut-être pas la photo la plus évidente, mais c'est vrai que ça peut vraiment aider à faire ressortir des choses qu'on ne voit pas forcément, à l'œil nu. Donc la question par exemple des abréviations, très intéressante parce que ça peut s'expliquer de différentes façons. Ça peut s'expliquer par le fait qu'il faut noter vite et il faut éviter que l'inscription prenne trop de place, ce qui aussi est un argument potentiel, probable, sur le fait que c'est quelque chose de récurrent ce qu'on fait, d'inscrire toutes ces inscriptions, toutes ces opérations économiques simples. Et alors par rapport à Persepolis, on a des études justement, notamment Wouter-Enkelmann, qui étudie ces habitus scribaux. Et en fait, ce que je vous disais par rapport à la valeur du corpus, si c'est administrativement très élevé, le scribe ne va pas avoir de marge de manœuvre, alors que localement, si c'est un corpus beaucoup plus local, là l'équipe scribale va modifier des choses, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que l'équipe scribale, à la fin, comprenne de quoi il s'agit. Parce que c'est pas fait pour le grand public, ces inscriptions-là. Il faut juste qu'à la fin, le produit y rentre et que ça soit bien enregistré quelque part et que ça arrive bien, par exemple, pour nourrir la grande table du roi. Donc, des fois, on a des... Quelquefois, le sceau suffit. On n'a pas besoin, si on met un sceau, on n'a pas besoin de mettre le nom de l'individu. Et en fait, par exemple, Wouter-Enkelmann, il a vu que, par exemple, pour un exemple très précis, l'individu Atour Data, donc un fonctionnaire iranien, a eu un nouveau sceau qui lui a été attribué. Et pour que ça soit clair pour l'équipe scribale, à chaque fois qu'il y avait des opérations avec ce sceau-là, elle a inscrit le nom de Atour Data. Alors que toutes les autres opérations, des autres types de produits, quand il y avait le sceau des autres individus, il n'y avait pas besoin de mettre leur nom, parce que c'était quelque chose de connu par l'équipe scribale. Je parle trop, alors je vais réduire. On peut s'intéresser aussi aux quantités de céréales. Je ne vais pas développer ici parce que, voilà, j'ai trop parlé. Mais les quantités, c'est quelque chose de très intéressant. Donc là, c'est les quantités converties en litres. Et alors, on voit quand même que plus de 1000 litres, on a des inscriptions qui ont plus de 1000 litres. Alors, on a une spécifiquement qui pourrait correspondre à 63 000 litres. Ce qui pose des questions, je vous l'ai dit, de production, de transport, comment on se transporte ça, comment on va stocker ça et à quelle fin. Et clairement, quand on voit des grandes quantités, ça ne va pas être pour un individu ou une famille. Là, il y a beaucoup de monde, ou en tout cas, c'est pour ensuite répartir pour plusieurs personnes. Et alors, de nouveau, sur cette question de normer, ces quantités, ce n'est pas des quantités au hasard. On voit qu'il y a des paliers. Alors, on pourrait dire, oui, c'est normal parce que les instruments de stockage ont plus ou moins des formes similaires. Mais alors, on en a beaucoup des paliers, donc ça veut dire qu'il y a quand même une question de systématisation qui se pose. Donc voilà, vous voyez par rapport aux céréales, je fais la même chose par rapport à l'huile d'olive et le vin. Et alors là, par exemple, je le mets en lien pour avoir aussi un peu la version, enfin l'aspect archéologique. Est-ce qu'on a des pressoirs à huile et des pressoirs à huile à olive, pardon, et pour le vin sur les sites qui mentionnent justement l'huile d'olive. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, je vous ai fait une carte sympathique pour vous montrer que voilà, le blé et l'orge mentionnés dans des inscriptions sur des sites qui ont fourni des ostracas, vous voyez, c'est quand même assez concentré dans cette zone qui, en fait, était de toute manière bien connue, même au niveau des études paléologiques, j'ai oublié, des pollens. L'étude des pollens nous révèle que c'est une zone vraiment de grenier et agricole très très forte. On peut faire la même chose par rapport à l'élément humain. Donc je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais voilà, si on prend des marqueurs, comme par exemple certaines prépositions, donc là la préposition aliade, qui en fait signifie dans les mains de, par les mains de, donc ça les auteurs ont vu qu'en fait cette préposition en fait met en évidence des personnages qui ont une certaine autorité, et quand on regarde ça du point de vue administratif,
Donc ça veut dire que ce sont des agents. Alors quel type d'agent? Il y a des auteurs comme Diana Edelman qui disent que c'est très compliqué de savoir quel type d'agent, ce qui est vrai. On n'a pas de titre précis, on ne peut pas dire exactement quelle était leur position si on doit recréer cette hiérarchie des fonctionnaires de l'État. Donc là par exemple, une inscription qui parle sous la responsabilité, donc ça en fait c'est cette préposition-là, par les mains qui correspondrait en fait sous la responsabilité de, et on a deux individus. Et alors, si on pousse plus loin cette analyse, si on fait des listings de ces individus qui sont marqués par la préposition alias, mais qui sont marqués de différentes façons, par la présence des signes qui peuvent être utilisés comme des signatures, à la fin, on commence à voir dans l'ombre de ce straka une structure qui émerge. Et par exemple, si on reprend juste cette préposition, ça c'est très bien d'avoir ces deux schémas qui concordent, parce qu'on se rend compte que les produits majoritaires, c'est des céréales, et quand on a des produits mentionnés aux côtés d'agents, c'est majoritairement des céréales également. Ce qui est une bonne chose. Donc ça veut dire que c'est un corpus administratif centré sur les céréales. Et si on a des agents, majoritairement, ils sont responsables de structures qui vont s'occuper d'entrée et de sortie plutôt majoritairement de céréales. Alors, le meilleur pour la fin. Donc, on va parler assez rapidement de Persépolis. Je vais vous donner quelques données préliminaires. Donc, je vous ai dit que Persépolis était surtout connu pour ses tablettes, avec un système très normé. Donc là, je vous ai mis, on va dire, les trois grandes formes de tablettes. On a des mémorandas qui servent à enregistrer des opérations très simples. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ensuite, ces mémorandas vont être enregistrés dans des journaux, qui ensuite, à leur tour, vont être, en parallèle, enregistrés sur des listes de comptes. Et ça, c'est majoritairement en élamite, même si on a aussi de l'araméen. Soit de l'araméen seul, soit de l'araméen sur des tablettes élamites. Et donc, dans ce lot, on avait normalement que des tablettes. Et à présent, on a, alors, en termes de chiffres, ça n'a rien à voir. Et bien sûr, ça, il faut le garder à l'esprit quand on fait des comparaisons. Un corpus de plus de 2000 pièces n'est pas comparable à un corpus de 38 pièces. Et ce qu'on constate, donc là, je vais vous parler de deux catégories, c'est que très probablement, ça c'est nos résultats préliminaires, il s'agit d'ostracas qui ont une fonction un peu d'étiquette, donc plutôt d'archivage, et qui étaient en présence des tablettes. Donc on a des textes. Je parlais des catégorisations tout à l'heure. C'est intéressant parce que nous, on a créé des catégories justement pour ranger et classifier notre corpus, mais ça peut être dangereux de classifier parce que ça ne correspond pas aux classifications réelles, ça ne correspond pas forcément aux classifications réelles de cette période. Donc là, première catégorie, c'est les comptes, account, AMAR, et la catégorie numéro 3, qui est majoritaire, ce sont juste des noms d'individus. Alors on a Persépolis, donc c'est surtout des noms iraniens. Donc là, je vous montre la pièce la plus grande, donc qui mentionne le comte de Choutkara. Et alors, malgré le fait que ce soit très fragmentaire, on peut reconstituer Shonat, donc c'est l'année. Et alors, il nous manque là un petit bout, vous voyez, mais très probablement, avec d'autres chiffres qu'on a dans ces 38 pièces, ça serait le 20 qui manquerait, ce qui nous donnerait l'année 24, ce qui est très bien parce qu'en fait, les tablettes sont de ces années-là, 24-23, du règne de Darius. Donc ça, c'est la plus grande pièce qu'on a, et en fait, les autres pièces sont beaucoup plus petites, avec, je vous disais, un nom, un mot. Alors là, il y avait certainement un autre mot qui suivait. Donc là, le nom d'un officiel. Et en fait, on se rend compte que quand on met les ostracas en rapport avec les tablettes, ça correspond à des officiels qui ont des rôles assez importants, des courman, donc c'est des fournisseurs divers qui s'occupent d'entrée et de sortie de produits aussi, mais eux, ils sont assez élevés dans cette hiérarchie des agents administratifs. Ce qui est d'ailleurs un très bel élément pour vous dire que un ostracon peut avoir
une valeur assez importante et n'est pas forcément vu comme un résidu ou un simple brouillon. Donc, on a fait le tour. Voilà, je vous ai montré, j'espère que vous avez un peu compris ma méthodologie, mon approche et comment je travaille. Vous voyez que c'est un corpus très riche, qui est assez complexe puisqu'il contient en fait énormément d'informations qu'il convient un peu de décrypter puisque c'est pas forcément évident, par exemple, en l'absence de titres, de savoir les positionnements de ces agents dans un réseau. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ce travail de fourmi très systématique et faire ces comparaisons pour pouvoir essayer d'en tirer quelque chose, pour pouvoir comprendre à la fois cette réalité locale et en même temps à plus grande échelle, à l'échelle plus macroscopique, cette structure administrative. Merci.